Actu Débat. Actu Débat est une émission de débat sur la radio Kaoural tous les dimanches à partir de 9h. Actu Débat, ce sont des sujets brûlants de politique, d'économie, de société ou encore de culture. Chaque dimanche, Ismaël Konfé et ses invités vous décryptent les sujets les plus marquants de la semaine au plan régional, national ou international. Actu Débat, c'est une émission qui vous permet de mieux comprendre le monde. Ismaël Konfé et ses invités vous donnent rendez-vous ce dimanche à partir de 9h sur la radio au service de la communauté. Chers auditrices et auditeurs, bienvenue à votre émission de débat hebdomadaire consacrée aux sujets locaux, nationaux et internationaux. Le sujet local dont il sera question aujourd'hui porte sur la semaine des communautés initiée par la délégation spéciale de Dori, dont l'objectif est le raffermissement de la cohésion sociale. Notre interrogation, comment cette semaine va impacter la cohésion des communautés? Le second sujet, nous le dédions à cette note du gouvernement réitérant l'interdiction formelle d'exporter les céréales. Comment y parvenir ou comment faire respecter cette injonction? Cette question fera l'objet d'une analyse. Et enfin, nous aborderons cet arbitrage budgétaire du président du Faso qui a permis de réduire le déficit qui était de 3,7% à 2,% proche de la norme de l'Union économique monétaire ouest-africaine qui est de 3%. Le décryptage sur ces sujets d'intérêt local et national, c'est tout de suite sur la 104.6 FM. Mais avant de développer tous ces sujets, je reçois sur ce plateau, il y a des habitués et puis bien sûr il y a aussi un qui avait disparu, mais il vient de réapparaître. Oui, bien sûr nous avons Amadou Sandou Diko. Bonjour. Entre dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale. Nous recevons aussi Ahmed Sissé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Konfé, bonjour chers auditeurs, merci pour l'invitation. Nous recevons aussi sur ce plateau Amadou Diko. Merci Monsieur Konfé et merci aux auditeurs et aux auditrices. Ce sont là nos invités. Celui que je disais qui était absent, c'était bien sûr Amadou Diko. Lui, ça faisait un bail qu'on n'avait pas sur ce plateau, mais il vient d'arriver. Donc, nous allons directement pour les avant-propos. Comme vous savez, chers auditrices et auditeurs, après la phase de présentation, bien sûr, c'est la phase des avant-propos. Et comme toujours, c'est l'aîné qui a d'abord la parole. Amadou Diko, vos avant-propos. Merci des auditeurs qui nous écoutent. Bon, mon avant-propos va un peu sur, si je peux dire un peu, ou bien un coup de gueule. Et la semaine-là, j'ai assisté un peu à la descente de la police municipale sur les environs du CHR. Bon, il faut reconnaître que la police municipale, ils font beaucoup d'efforts, honnêtement par là. Ils font beaucoup d'efforts pour sensibiliser la population, pour quand même aussi amener la population à respecter, comme on le dit, la circulation routière. Alors j'ai assisté un peu, la police municipale, ils étaient en train de ramasser les motos le long du mur de l'hôpital. Et ce qui est louable, parce que s'il y a un coin qui doit être tranquille et éviter les désordres, c'est vraiment bien le CHR. Ceux qui sont là-bas, pour ne pas dire des pensionnés, dans un hôtel qu'on appelle hôtel de Dieu, bien sûr. Mais bon, ils sont là-bas malgré eux quand même. Ils demandent la tranquillité. Mais moi, je voudrais dire à la police municipale, si réellement ils font ces genres d'actes, c'est très louable. Mais il va falloir aussi un peu que les citoyens aussi, qu'on les amène quand même un peu à comprendre les choses. Parce que quand vous prenez le long du mur de l'hôpital, il n'y a aucun panneau qui indique que c'est interdit de stationner. Aucun panneau. Voilà. Donc, bon, si quelqu'un trouve qu'il n'y a aucun panneau, ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé par la loi, comme on le dit.
Donc c'est un peu ça, je dis c'est un coup de gueule, peut-être ils n'ont qu'à amener les autorités sanitaires à quand même déployer les panneaux là-bas. Et si j'ai bonne mémoire, je crois que les panneaux qu'on déploie au niveau d'un hôpital, il n'y a que 2 panneaux si je ne me trompe pas. Il y a interdiction de klaxonner et puis bon, les stationnements interdits pour permettre de dégager un peu. L'autre aspect un peu, toujours un peu là, c'est la santé animale et la santé humaine. C'est-à-dire quand vous prenez un peu l'est du CHR et l'ouest de la DP, les services vétérinaires, vous avez une voie qui est là, mais méconnue de la population. Cette voie même, pour votre gouverneur, monsieur Confé, elle est même munie d'un feu de signalisation qui permet quand même normalement, si une voie est munie d'un feu de signalisation, c'est dit qu'elle est balisée, les gens doivent la prêter. Mais c'est une forêt que je dirais à l'image de la toundra qui est là, que les gens ignorent. Donc si cette voie-là est dégagée, je crois que ça peut désengorger aussi un peu l'hôpital. Et puis, bon, voilà, ça va éviter quand même ce qu'on a vécu la semaine passée. Bon, merci bien à la police municipale, je leur tire leur chapeau. Merci bien. Merci Amadou Diko, votre avant-propos. D'accord, merci beaucoup M. Gonfé. Mon avant-propos va porter sur la venue des 3 ministres dans le cadre des activités du CHR. Voilà. Franchement, c'est un boom de soulagement parce que ce qui nous a été promis, et d'ailleurs même qui est sur le point de démarrer, ou je dirais qui a démarré, c'est le bâtiment du dialyse. Voilà, c'est vraiment un ouf de soulagement quand on sait que le coût est exorbitant, quand on sait la nécessité d'avoir ça à proximité, surtout avec la situation actuellement, où il est difficile de rejoindre la capitale pour ça. Donc franchement, c'est de féliciter les plus grandes autorités, les plus hautes autorités du pays. Voilà. Et concernant ce que, comment dirais-je, la voix dont le tonton venait de faire cas, je crois que j'ai eu l'occasion de bavarder avec le DG, d'échanger avec le DG du CHR sur ça. Et il s'est demandé comment il faut réellement résoudre la question de cette voie. Je crois que c'est un appel actuellement. Les JOC, c'est aux JOC de voir comment il faut vraiment venir dégager ce qu'il y a à dégager là-bas. Et ça sera réellement, ça va libérer les devantures du CHR. Voilà. Merci bien Amadou Diko. Ahmed Sissé, les avant-propos. Ok, merci bien. Alors moi je voulais d'abord souligner que cette semaine aussi nous avons reçu le convoi Kaya Dori, ce qui a laissé constater en tout cas une grande animation dans la ville. Et il faut le dire, il faut vraiment féliciter encore une fois de plus nos forces combattantes pour cette diligence-là. Voilà, la deuxième des choses, il faut constater que dans ces derniers temps, il faut remarquer que les organisations de la société civile travaillent beaucoup. Je voulais juste souligner ici, voilà, il y a une association qui s'intéresse dans le domaine du sport, qui est née et qui veut donc fédérer l'ensemble des acteurs, des filles et des fils de la région du Sahel autour du sport de masse, et quelque chose aussi qui favorise la cohésion sociale. Et en plus de cela, il faut magnifier ici les actions du DR du sport et de la culture, je dirais plutôt le directeur régional des sports et des loisirs, qui, il faut noter que cela fait maintenant 7 éditions. Pendant 7 ans, il organise chaque année des éditions liées donc au sport et à la culture, une façon de faire connaître donc sa structure, mais aussi pour offrir plus de visibilité. Cela témoigne en tout cas de tous les efforts qu'il déploie et il est à féliciter ici. Bref, nous sentons que en tout cas beaucoup d'acteurs se fournissent pas mal d'efforts pour travailler à plus de cohésion sociale entre les filles et les fils de la localité, mais aussi à plus de résilience. Et je crois bien que dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, on a besoin de ça. Parce que il ne faut pas seulement que l'idée ou les propos liés à la cohésion sociale, les propos liés donc, j'allais dire, à la résilience soient des vains mots. Il faut que ça soit de façon pratique. À travers les actions qu'il mène, je crois bien que chacun, au fur et à mesure, essaie de construire des valeurs de cohésion, des valeurs de résilience à son endroit. Et c'est ce qui va faire aussi émerger
la région du Sahel, mais aussi émerger le Burkina Faso. Merci bien Ahmed Cissé. La mise en onde est assurée par Mamadou Diallo. À la présentation, je suis Ismaël Confé. Après la phase de présentation des sujets et des avant-propos, nous passons à présent à la phase de débat. Commençons ce débat bien sûr par une page culturelle. La délégation spéciale de Dori a initié une semaine de communautés sous le thème Culture et intégration des communautés pour la consolidation de la paix. Contribution de la délégation spéciale communale de Dori. Ces journées vont se tenir du 21 au 24 septembre 2024. Suivons cet extrait de chargé de communication de la délégation spéciale de Dori et revenons bien sûr en débat. Globalement et de façon sommaire, entre dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale que les autorités de la délégation spéciale ont voulu mettre en œuvre pour pouvoir vraiment consolider tous les efforts que les uns et les autres font quotidiennement pour renforcer la cohésion sociale au regard des difficultés sécuritaires que nos communautés vivent, de la fragilité du tissu social que nous constatons actuellement. Voilà, on ne peut rien considérer solide sans la paix entre les communautés, sans la paix, entre les acteurs au développement, sans la paix, entre vraiment la population d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit haute ou déplacée. C'est cette idée qui a nourri vraiment l'objectif de réunir les communautés au-delà de toutes nos difficultés actuellement, pour qu'on parle de l'historique de nos communautés, pour qu'on parle des vécus de nos communautés, pour qu'on parle de nos forces culturelles qui nous réunissent pour pouvoir être au-delà vraiment des difficultés que nous vivons actuellement. Au programme, nous avons globalement des panels. Je parlais tantôt des débats sur l'historique des valeurs culturelles entre les communautés. Nous avons aussi du sport, notamment un marathon, une course cycliste féminine, et puis un cross populaire qui parle de renforcement de cohésion sociale, qui parle des valeurs culturelles, parle aussi des activités culturelles. Il y a aussi des activités culturelles qui seront tenues, notamment dans les soirées qu'on appelle des nuits culturelles. Alors là, c'était Amidou Diallo, bien sûr le chargé de communication de la mairie de Dori. Je vais commencer par Amadou Sandou Diko. Après avoir suivi bien sûr cet extrait, quelle est votre appréciation de la tenue de cette semaine de communauté dans ce contexte au Sahel? Ok, merci bien Ismaël. En fait, bon, comme on l'a dit, tout ce qui réunit les communautés quand même, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose, le fait même de se réunir, même au niveau de la cellule familiale, le fait même de se réunir déjà un pas de gagner. À plus forte raison, si vous vous réunissez et vous faites quand même, vous communiquez entre vous, il n'y a rien de tel. Ça permet de découvrir l'autre, ça permet toi aussi que les autres te découvrent. Et puis bon, dans la symbiose, dans ce qui est positif de l'autre ainsi que de l'autre, on peut quand même avancer dans ça. Donc moi je pense que cette journée, vraiment, est la bienvenue. Et si elle n'existait pas, il fallait l'inventer quand même. Et pour ceux qui ont inventé, ceux qui ont eu l'idée géniale de créer cela, vraiment, je leur tire mon chapeau. Je me tourne vers Ahmed Cissé. Alors, lorsqu'on regarde un peu le visage de la commune, on sait qu'il y a beaucoup de structures non étatiques. Il y a beaucoup de structures non étatiques qui ont tenu des panels de communication, des événements sur la question liée à la cohésion sociale. Est-ce que c'est pas un goût encore du déjà vu qu'on ramène sur la table? Oui, effectivement, ce que vous avez souligné, c'est vrai. Mais vous savez, il y a un proverbe qui dit, Fulfulde qui dit que Diam hese natirta. Vous voyez, ça veut dire que le bien là, c'est quelque chose qui vient un peu. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est vrai que il y a pas mal eu de conférences, de sensibilisation, d'actions qui mobilisent toujours en fait les populations pour venir écouter, pour venir agir. Et c'est comme si on a l'impression, malgré que c'est fait, on ne voit pas de résultat. En fait, le résultat d'abord s'inscrit dans les gènes avant que ça n'émerge dans le comportement. Et je pense bien que les différentes conférences que nous menions, les rassemblements, les mobilisations que nous menions là, c'est quelque chose qui s'inscrit dans nos gènes. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est en train d'émerger effectivement dans nos habitudes. Qui n'a pas conscience ou qui ne sait pas aujourd'hui ce qui veut dire peut-être cohésion sociale, résilience. Mais qui est capable de le faire? C'est pas tout le monde d'abord. Donc, c'est en maintenant toujours le cap, en continuant à magnifier ces valeurs que les gens
vont comprendre que effectivement, il faut que la cohésion sociale s'impose à nous. Il faut que la résilience s'impose à nous. Alors, c'est pour dire tout simplement que cette initiative lancée par notre municipalité, la journée des communautés, est la bienvenue. Et les actions qu'ils veulent mener, donc à travers les conférences et des activités sportives et culturelles, viennent forcément une fois de plus mobiliser. Je voulais un peu mettre l'accent sur la culture et le sport, parce que vous savez, il n'y a pas d'action qui communique mieux et de façon pertinente plus que la culture et le sport. Parce que tout le monde peut faire le sport, un sport préféré. Tout le monde peut mener une activité culturelle qu'il sait faire, que ce soit par la danse, le chant, le théâtre ou quelque chose. Et ça, ce sont des activités qui communiquent facilement. Les conférences, c'est bien, mais peut-être c'est lié à un autre niveau. Souvent, on parle, il y a le niveau basilectal, mésolectal, peut-être accro. Ça veut dire que peut-être une conférence que l'on peut mener, si c'est pas lié peut-être à des esprits un peu plus, entre griffes haut, on va penser que non. Maintenant, si nous menons par exemple des activités plutôt culturelles et sportives, vous voyez, ça touche plus la grande masse. Peut-être que les différentes conférences vont toucher plus les intellectuels ou certains d'un certain niveau qui vont aussi comprendre. Bref, l'un dans l'autre, c'est pour dire tout simplement que c'est pas de trop et ça doit être continué. Surtout que, étant dans le domaine de l'enseignement, on a toujours dit que la répétition est pédagogique. Donc le fait de répéter ces activités, c'est une façon davantage d'inscrire la leçon dans l'esprit des gens. Merci bien. Amadou, du coup, est-ce que lorsque vous regardez un peu ce que Ahmed Cissé vient de dire, la paix se construit doucement, mais est-ce qu'il va toujours falloir qu'on se mène dans cette optique-là de toujours répéter? Est-ce qu'à la fin, on ne risque pas de lasser, bien sûr? Oui, en fait, moi, je voulais juste peut-être apporter une contribution. Laquelle contribution même j'avais posée une fois ici au niveau de votre plateau là. Moi je crois que il a fallu que cette situation d'insécurité nous atteigne pour que nous ayons des connaissances de certains mots qui déjà existaient, de certaines expressions qui déjà existaient dans le temps, mais qui, du fait qu'elles n'étaient pas utilisées, c'est comme si c'est des nouvelles expressions créées par la langue française ou d'autres langues. Telles que la résilience, la cohésion sociale, c'était des expressions franchement qui nous étaient pas familières. Voilà, il a fallu que cette situation naisse. Alors donc, pour dire que j'ai au niveau même de la commune de Bani où j'ai été chargé d'éducation, je crois avoir échangé avec certaines autorités dans le temps, voilà, sur la nécessité de créer un service culturel au sein des collectivités. Parce que c'est le maillon, c'est la structure la plus proche de la population. Alors donc, il était nécessaire quand même de créer un service spécialement culturel. Quand je prends le cas de Dori par exemple, nous avons un grand baobab, le directeur de la radio comment on appelle la radio communale. Voilà, un grand baobab de la culture. Voilà, on pouvait créer au lieu qu'il soit un simple conseiller municipal, on pouvait ouvrir un service au niveau de la mairie de Dori, un service culturel, où il allait faire, au lieu que ce soit les conférences pédagogiques que nous faisons, ça veut dire qu'on pouvait ouvrir quand même une éducation culturelle à la base. Et d'office, ça allait forger les enfants en allant vers leur période d'adulte à déjà concevoir l'esprit culturel. Donc dans l'esprit culturel, on a la tolérance. Donc certainement que ça allait quand même freiner un peu cette violence que nous voyons même dans la cité. Souvent, il y a une violence envers des adultes, envers des papas, que cette jeunesse est actuellement en train de poser. Nous voyons le problème de l'insécurité routière, dû au fait que souvent on a un problème d'éducation culturelle. Voilà, donc ça pouvait aussi pallier à cette situation. Donc l'un dans l'autre, moi je me disais que ces collectivités, bon, c'est déjà bon de lancer cette journée. Les ONG, les OSC, moi je me rappelle qu'il y a une OSC même qui a créé ici un tournoi football intercommunautaire. Donc, et comme le CCEB le disait aussi, il y a des associations des OSC qui organisent des panels. Mais la cible c'est quoi? C'est la classe intellectuelle. C'est la classe intellectuelle. Lors des conférences, c'est la classe intellectuelle. Et difficilement même on traduit en langue.
Et nous savons bien que quand même le taux d'analphabétisme aussi n'est pas le moindre. Donc moi je crois que la commune ou le conseil régional devrait en son sein avoir des services d'ordre culturel, spécialement culturel. Mais ça n'existe pas dans nos collectivités. Quand vous prenez les communes que moi j'ai connues un peu, ce service même d'ailleurs n'existe pas. Voilà, donc je crois que d'office il faut créer ces services, apporter une éducation culturelle. Voilà, on crée le service avec un chef de service. Nous avons beaucoup de communautés qui sont là. Ces communautés peuvent être liées à ces services et du coup, chaque communauté bénéficiera de l'éducation culturelle et ça formera notre jeunesse. D'accord. Donc voilà mon point de vue. Merci bien Amadou Diko pour cette proposition. Et Amadou Sandou Diko, là on va mettre les Sandou pour faire la différence. Est-ce que vous partagez cet avis de Amadou Diko? Créer un centre culturel au niveau de chaque commune. Est-ce que cela serait la bienvenue ou encore comment est-ce que vous analysez son fonctionnement? Okay. Bon, je pense personnellement que ce qu'il a dit est réel. Et là où se trouve, parce que je dis, là où se trouve actuellement même la radio municipale, lorsque nous étions à l'école primaire juste à côté, on était mitoyens. Et ce service-là, ou du moins ce centre-là, à son temps s'appelait centre culturel, où on avait la bibliothèque, où on avait les jeux sportifs, les jeux d'éveil. Donc je pense personnellement que pour coordonner ça, quand même c'est nécessaire vraiment, pour ne pas dire une direction, c'est nécessaire ne serait-ce que d'avoir un service culturel. Parce que la culture quand même, comme on le dit, c'est tout ce qui reste à l'homme quand il a tout perdu. Donc c'est vraiment ça, il y va de soi. Moi je pense personnellement. On ne peut rien faire. Quelqu'un, si vous voulez l'amener à régler un problème, il faut aller sur la base de sa culture. Voilà, si nous voyons un peu aujourd'hui ce qui se passe, on dit les peuls, bon, c'est parce que c'est la culture peul aussi, parfois la résistance, un peu qui se laisse pas faire certaines choses, ainsi de suite, quoi. Donc moi je pense que c'est quand même nécessaire. Je ne sais pas comment comment dirais-je, la municipalité organisée, ça franchement je ne connais pas, peut-être ça m'a amené à m'intéresser, mais je pense que tout service ou bien toute organisation d'un service doit tenir quand même compte de cet aspect culturel-là. Parce que la culture d'abord c'est l'homme. Voilà, merci bien. Merci bien. La culture d'abord c'est l'homme. Nous allons bien sûr avancer avec nos sujets. Pour maintenant nous intéresser avec ce sujet qui est en lien avec l'exportation des produits céréaliers. En effet, 3 ministères, dont celui en charge de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, ainsi que celui en charge des finances, ont par un communiqué conjoint réitéré l'interdiction d'exporter les céréales au Burkina Faso. Je vais me tourner vers Ahmed Cissé. Ce communiqué met notamment l'accent sur la persistance du phénomène. Et est-ce que cela ne montre pas aussi à quelque part que nos frontières sont réellement poreuses? Et nos frontières sont réellement poreuses. J'allais dire, pourquoi pas, peut-être effectivement d'un certain œil, cela peut être apprécié de cette façon. Parce que quand vous dites les frontières sont poreuses, ça laisse penser peut-être qu'il y a un laxisme, ça laisse penser qu'il y a une certaine incompétence, ça laisse penser pas mal d'aspects négatifs. Et surtout à l'endroit de ceux qui devraient assurer la forteresse de ces frontières-là. Et je ne dirais pas que la porosité donc de ces frontières-là n'est pas forcément imputable donc à ce que je venais de dire, peut-être à un certain laxisme, une certaine incompétence. Mais vous savez, nous sommes dans une dynamique où à chaque fois il y a des mauvais esprits qui cherchent toujours à braver la législation pour faire ce que eux ils veulent, même si la loi l'interdit. Et c'est dans ce sens-là, je voulais dire que c'est eux qui activent en fait la porosité de nos frontières. C'est eux qui créent la porosité de nos frontières. Sinon, je me suis dit, si ces derniers étaient habités par un esprit civique, cela ne va pas arriver. Mais moi, j'aurais souhaité d'abord que tu me demandais plus, est-ce que cela est une bonne mesure? Voilà. Parce que c'est très important, il faut le savoir. Mais bon, je ne suis pas le journaliste, mais je souhaiterais quand même donner mon avis par rapport à ça. Allez-y. Voilà, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, tout ce que notre gouvernement envisage comme mesure, ou propose comme mesure, ou impose comme mesure, il faut le voir souvent avec des œillades de civisme
pas forcément de conservatisme, mais ça veut dire dans un sens à vraiment toujours garantir une certaine forme de souveraineté. Nous savons que nous sommes aujourd'hui dans un pays où peut-être certains milieux ne sont plus dans une vraie activité agricole. Alors, si par exemple, ce que les autres zones bien sécurisées, s'ils arrivent à produire, et eux, ces producteurs-là, cherchent qu'à importer, ou exporter, ça cause problème. Je crois bien que la souveraineté aussi passera par la capacité de pouvoir nourrir notre peuple. Et je crois bien que c'est dans cette dynamique que notre gouvernement a voulu que nos producteurs puissent vendre à nos consommateurs, pas aux consommateurs d'autres pays. Et ça, c'est une véritable mesure qui va permettre toujours à d'abord aux populations quand même de manger à leur faim, d'avoir accès aux produits de première nécessité quand et comme ils veulent. Et si déjà le peuple burkinabé est bien nourri, est nourri à satiété comme on le dit, mais c'est de là aussi nous allons réellement aspirer à une vraie souveraineté. Nous allons penser que, en fait, toutes les politiques actuellement mises en œuvre ou lancées là, il faut avoir foi en ces politiques et par conséquent, il faut s'investir aussi pour brandir haut ces politiques. Et c'est par là nous réussirons, je le dis encore une fois de plus, notre souveraineté. La souveraineté n'est pas un vain mot. Il faut penser que la souveraineté, elle est alimentaire, elle est, si vous voulez, économique, industrielle, etc., etc. Et je crois bien qu'en passant par l'agriculture, nous avons passé par le bon chemin. Voilà ce que je voulais dire. Merci bien. Et je reviens à Amadou Diko. Ahmed Cissé l'évoquait tantôt, les récalcitrants qui s'adonnent bien sûr de quelque façon à bien sûr braver les interdits ou encore ce que l'État impose ou bien ce que l'État impose comme franchise à ne pas franchir. Est-ce que comment dans ce contexte aujourd'hui on peut réussir à garder nos produits dans nos frontières, à l'intérieur de nos frontières et non pas les exporter comme cela se laisse avoir? D'accord, merci beaucoup monsieur Confé. Je crois bien que elle n'est pas la première note. Voilà, elle n'est pas la première note. Encore, l'autorité est revenue sur le même objet de la note. Voilà, à interdire jusqu'à présent. Moi, je crois qu'il y a lieu d'aller maintenant à une phase. Parce que peut-être la première phase serait de sensibiliser sur la nécessité de ne pas importer et de ne pas exporter nos produits. Voilà, parce que vu le contexte dans lequel le pays se trouve actuellement, il n'y a même pas de raison, voilà, il n'y a même pas de raison d'exporter même actuellement nos produits céréaliers. Parce que bon nombre de nos régions en souffrent déjà. Parce que beaucoup de communes, beaucoup de localités n'ont même pas cultivé. Bon, moi je crois qu'il va falloir maintenant que l'État aille à la phase de sévissement. Parce que tant qu'on ne sévit pas, il serait difficile que les gens cessent de ces habitudes. Voilà, donc il faudra bien sévir. Maintenant, au-delà de sévir, il ne suffit pas simplement d'interdire. Même si on interdit et que l'exportation ne se fait plus, ce n'est pas sûr que c'est au bénéfice de la population tant que l'État ne prendra pas la mesure ou tant que les OSC en charge du contrôle des choses. Ça veut dire que de la veille citoyenne sur les produits de consommation et leur prix. Voilà, parce que même si ils n'exportent plus, ils peuvent garder ça par devers eux et faire un double prix. Donc ça veut dire que il n'y a pas trop de différence à exporter. Donc ça veut dire qu'il faudra que l'État travaille aussi à revoir même, à casser même ses prix pour que ça soit accessible. Parce que c'est un truc d'ordre social, je me dis. Voilà. Merci bien. Je reviens à Amadou Diko. Amadou Diko l'évoquait tantôt. Ceux qui détiennent les produits céréaliers, ils peuvent les stocker pour après faire de la surenchère. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut allier bien sûr l'interdiction de cette exportation et bien sûr arriver à garder les prix stables à l'intérieur de nos frontières? Quelle stratégie aujourd'hui utiliser? Ok, merci bien Ismaël. Je reviens un peu sur ce que j'avais dit là il y a une semaine ou 2 semaines de cela. Et nous sommes très forts dans le vote de loi, mais l'application de loi, nous avons des problèmes.
Donc je l'ai dit ici, je pense qu'il y a la semaine passée ou surpassée. Donc, mais seulement ce problème d'exportation des céréales-là, il faut le voir au niveau des acteurs. Et il y a deux acteurs. Il y a l'État et il y a aussi les commerçants. Moi, j'ai eu à faire une mission dans une grande ville du Niger. Je pourrais dire même la deuxième ville du Niger. Et cette mission, on était pris en charge par la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Donc, effectivement, je parle de ce que je connais. On a été sur le marché, on a trouvé que le sac de maïs à son temps, avant que le Dori ne tombe sous le coup du convoi, le sac de maïs faisait 75 000 francs dans cette ville. Alors qu'à son temps, avant que nous ne tombions sous le coup du convoi ici à Dori, je crois que le sac, tout au plus, quand nous sommes revenus, tout au plus, le plus élevé à son temps, c'était à 35 000 francs. Et ça aussi, c'était dans la période quand même la plus difficile. Donc, quand vous prenez un commerçant, il apprend que 80 000 francs là-bas, et il est à Dori ici, par l'appât du gain facile, il ne peut pas s'empêcher, puisque le commerçant, par essence, c'est le bénéfice qui lui fait vivre. Donc, par l'appât du gain facile, il cherche le bénéfice. Il va aller où il trouvera le bénéfice par rapport à ça. Et comme le petit frère le disait, bon, vous voyez un peu, entre nous et le Niger, c'est 600 km ou bien c'est 800 km de frontière. Moi, je n'ai même pas vu, à part par exemple, le goudron, là, je n'ai pas vu un poste de contrôle quelque part qui empêche quelqu'un de rentrer au Niger. Je suis allé dans un village de Setanga, là. On m'a trimballé jusqu'à Terra sans que je ne sache que j'ai traversé la frontière. Donc, vous comprenez un peu. Mais là, tout ça là, c'est arrivé comme je l'ai dit, puisqu'il l'a dit. Ce n'est pas la première fois que la loi a été prise. Il faut répéter. Je pense que ça suffit. Il faut vraiment sévir. Moi, je suis pour l'orthodoxie. Il faut sévir. Les lois doivent être respectées. Et dans ça là, sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Lui, il cherche bénéfice. Tchogo. Comme on dit, excusez-moi du terme, là, ils cherchent son bénéfice. Et vous dites non, les frontières, non, c'est les commerçants sont véreux, tas de trucs. Bon, je pense que l'État, quand même, a une grande responsabilité. Mais au-delà de cela, il faut que les citoyens, qui sont aussi des commerçants, soient animés vraiment d'un esprit de civisme. Parce que nous sommes dans un pays, quand même, agricole. Et surtout cette zone, nous sommes dans une zone, pour ne pas dire sahélienne quand même, où quand même les vivres, c'est très important. Je pense que sans cet esprit patriotique-là, vraiment, on ne pourra pas accompagner, et comment dirais-je, par la force de l'État, on ne pourra pas mettre fin à ça. Le commerçant, il est prêt à tout. Et par rapport à ça, donc moi, je vous donne un exemple, par exemple. J'étais à la frontière du Ghana dans les années 96. Quand le Ghana a interdit d'exporter le maïs, mais je vous assure que nous avons traversé toute l'année 96 sans voir une graine de maïs là où j'étais. Pourtant, j'étais à 11 km de la frontière ghanéenne. Donc, c'est dire que quoi? L'État a pris des dispositions pour faire appliquer la loi et aussi les Ghanéens ont un esprit de civisme très élevé. C'est notre État. L'État, là, c'est nous tous. Et généralement, c'est comme je dis, quand on prend une loi, elle est d'un intérêt général. Ça arrange tout le monde, en fait. Donc, la population aussi doit comprendre ça. Et l'État aussi doit bander les muscles pour que les gens puissent vraiment rentrer dans l'ordre. D'accord. Ok. Donc, merci bien, je vais parler trop. Merci bien, Amadou Saldou Diko. Je reviens à Ahmed Cissé, une dernière question sur ce sujet. Amadou Diko l'a évoqué, il faut bander les muscles, il faut taper du poing sur la table, il faut utiliser les bâtons. Est-ce que si on fait cela aussi, on ne risque pas à quelque part d'effaroucher nos acteurs économiques qui vont se dire qu'ils sont aujourd'hui une cible prioritaire? Si on ne risque pas d'effaroucher nos acteurs économiques, je crois bien que déjà le doyen a tout dit. En fait, il faut amener aussi les différents acteurs à être animés d'un esprit citoyen. Lorsqu'on dit que vous êtes animé d'un esprit citoyen, ça veut dire que vous n'allez pas aller au-delà de la loi. Vous n'allez pas vouloir braver la loi comme on le dit. Donc, je crois bien que si les commerçants apprennent ça, les acteurs économiques apprennent ça, le minimum qu'ils peuvent faire, c'est de taire en fait cette envie de forcément gagner du temps et de comprendre que en fait nous sommes dans un contexte
où si on veut gagner trop, on s'auto-détruit. Parce que rien ne sert, par exemple, qu'ils partent faire des gros bénéfices ailleurs, mais quand ils vont revenir, ils vont bouffer ça où? Entre griffes, comme on le dit. Voilà. Puisqu'ils sont supposés quand même, eux, pouvoir alimenter un produit de première nécessité pour que la population puisse vivre. Et si c'est ça, ils doivent exporter. Finalement, qu'est-ce qu'on va manger? Ou bien, on souhaiterait toujours continuer à recevoir de l'aide humanitaire des pays de l'extérieur. Mais il ne faut pas, après se vanter, dire qu'on est souverain. Voilà. Donc, je crois bien que ce qu'il faut voir, c'est toujours cette philosophie-là. Il faut toujours penser que non. Il faut penser aussi de façon très, très, très large, comme on le dit. Certes, et l'autarcie, là, ça se développe par là. Hein. Ça veut dire le fait de vouloir, voilà, se suffire à soi-même, là. C'est d'accepter, en fait, ce que la loi nous demande. La loi n'opprime pas forcément, hein. Même si on dit qu'elle a le monopole de la force. Non. Lorsque on dit qu'elle a le monopole de la force, c'est parce que quelque part, elle a une vision raisonnée aussi des choses. C'est parce qu'elle se rend compte que ici, si je ne sévis pas là, il y aura trop de gâteurs qui vont peut-être plus nuire à la loi même qui existe déjà. Donc c'est mieux, comme il a dit, vraiment, il faut sévir, il faut mais surtout aussi amener à ces opérateurs-là de comprendre la nécessité de la chose. Donc pourquoi pas créer toujours des cadres de concertation où ces gens-là vont d'abord souligner leurs difficultés, où l'État aussi peut apporter, en tout cas, des réponses à leurs problèmes. Je crois bien que en faisant cela aussi, ça témoigne d'une grosse collaboration entre l'État et les opérateurs économiques. Parce que, bon, rien ne sert aussi d'être toujours, de faire comme la façon de l'entonnoir, de verser peut-être les lois, sans pour autant comprendre en retour le problème des autres. Lorsqu'il y a concertation, je crois bien que les choses seront toujours biaisées. Et c'est de là aussi nous construisons vraiment un véritable civisme, quoi. Merci bien Ahmed Cissé. Nous courons derrière le temps. Nous allons clôturer notre débat par cet arbitrage du président de Faso. En effet, le capitaine Ibrahim Traoré a échangé avec chaque ministre et ses collaborateurs du 18 au 29 octobre pour définir les activités qui seront exécutées durant l'année 2025 et reverser le budget de celles qui ont été ajournées dans le budget de l'État. Nous allons juste suivre quelques ministres et nous allons revenir au débat. Je suis effectivement passé devant son Excellence, le président du Faso, avec l'ensemble de mes proches collaborateurs en vue de parcourir le projet de budget consacré au ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Dans le cadre du recadrage, il a cherché à comprendre un certain nombre d'aspects sur les activités qui ont été budgétisées, mais aussi à réguler certaines parties de ce même budget. Ça oblige chaque ministre à véritablement regarder dans le détail de son budget pour pouvoir déjà arbitrer et retenir des actions de rupture et surtout des actions qui ont un fort impact. Il faut venir activité après activité pour juger de la pertinence et de l'impact afin d'avoir l'autorisation et la validation du chef de l'État. Si ce n'est pas le cas, l'activité est tout simplement ajournée et le budget qui était affecté va être donc réorienté vers d'autres actions précises. Cela également est une invite pour nous, les responsables à divers niveaux, pour assurer une bonne gestion des deniers publics, une bonne gestion des ressources publiques et orienter les ressources vers des dépenses qui sont nécessaires, qui sont vitales, surtout dans un contexte de guerre comme le nôtre. Dans l'exercice qu'on a eu à faire, on a essayé de regarder vraiment les missions qui ne sont pas indispensables. Tout ce qui peut être fait sur place, que les agents de la fonction publique puissent le faire au niveau central, et tout ce qui peut être fait par les structures régionales, de concentrer, qu'on leur permette de le faire, ne pas qu'il y ait ce déplacement, parce que ça engendre des frais. Il y a également même les missions à l'extérieur, mais on pense que pour le moment, ce sont des choses qu'on peut essayer de réduire. D'accord, je vais me tourner vers Amadou Sandou Diko. La première question qui me vient en tête, est-ce que c'est au président de Faso d'assurer cet exercice-là? Merci bien. Bon, c'est son droit, hein, c'est le premier responsable du pays, donc tout ce qui intéresse la vie de la nation quand même doit l'intéresser. Par rapport à ça, moi je le félicite et je pense que c'est la première fois que cela est arrivé, je pense bien, en tout cas que ça a été médiatisé. Si les autres le faisaient peut-être discrètement dans leur bureau calfeutré, bon, c'est leur problème. En tout cas, aujourd'hui on nous a dit, le président s'intéresse, c'est bien. Bon, pour un peu mes collègues là, je vais un peu expliquer pour dire le budget, comme on le dit,
Et dans le jargon populaire, on appelle le budget là une brique. C'est-à-dire le projet d'un budget prend la forme d'une brique, l'épaisseur, la longueur, ainsi de suite. Et généralement, le budget d'un pays aussi est voté. Nous sommes en session budgétaire actuellement. Dans toutes les assemblées, vers la fin de l'année, on prend le trimestre là pour voter, c'est ce qu'on appelle la loi des finances, le budget. Il s'est consacré essentiellement au budget. Bon, j'ai eu la chance aussi d'assister un peu à l'arbitrage des budgets au moment où Tertus Zongo était ministre du budget. Parce qu'il m'avait nommé quand même piétaire dans la localité où j'étais et je couvrais jusqu'à 3 communes. Peut-être il y a des gens à Dori ici qui ont servi de la province qui peuvent témoigner. Et voilà quelqu'un, au-delà de tout ce qu'on dit, honnêtement, qui est très compétent dans cette matière. Voilà. Donc, le budget, généralement, d'un ministère est composé de quoi? Et je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce que j'ai vécu comme expérience. Il y a, comme on le dit, le fonctionnement. Il y a les investissements. Et bien sûr, d'autres, des divers, si on peut dire ainsi. Et le budget d'un ministère, par exemple, ou d'une institution n'est pas composé seulement des ressources propres de l'État. Il y a des partenaires aussi qui interviennent dans les différents ministères. Donc, c'est par rapport à ça. Et on prend le budget, maintenant, on prend ligne par ligne et qu'on explique. À son temps, quand vous partez à l'Assemblée, quand un ministère part à l'Assemblée, le ministre, lui, il est purement politique. C'est vrai qu'il y a des ministères où le ministre est agent du ministère, comme le ministère de la Santé que je connais bien, mais il y a des ministères aussi où le ministre qui est là n'a rien à voir avec le ministère. Puisque le ministre... Il vient juste pour piloter. Voilà, c'est-à-dire il vient juste piloter la politique du gouvernement, du chef de l'État dans ce département. Donc, par rapport à ça, parfois un peu, on peut comprendre les choses ainsi. Mais c'est comme je l'ai dit, le budget, puisqu'on prend rubrique par rubrique. Si je prends par exemple les salaires, on prend catégorie par catégorie. On prend par exemple les agents de catégorie C, on prend son salaire, on multiplie par 12 et on multiplie par le nombre d'agents à l'échelle nationale. Et bien sûr, il y a les rappels, il y a les avancements, il y a tas de trucs, donc tout ça englobé. Donc je pense que l'immensité vraiment du service du budget est tellement dense qu'il y va de soi d'être méticuleux vraiment dans l'application de la loi de finances, comme on dit dans le budget. Sinon, mais imaginez-vous par exemple, mes petits frères, là, ils sont dans un ministère où peut-être que leur nombre là même dépasse la population d'un pays. Si on ne regarde pas ça là très bien là, c'est des milliards qui vont échapper à l'État. C'est des milliards qui vont échapper à l'État. Ok? Donc moi je pense personnellement que c'est très bien que le chef de l'État jette un coup d'œil. Et par rapport à ce qui se passe, j'ai suivi un ministre qui m'a dit qu'ils ont même économisé sur son budget 122 millions. Bon, moi je trouve que c'est une broutille quand même. Je pense que c'est une broutille. C'est peu ou c'est beaucoup? Hein? Quand je dis une broutille, c'est peu. Pour un ministère quand même. Bon, bref, c'est mon point de vue. Okay. Voilà, c'est mon point. Mais économiser même 1 franc, c'est déjà du gagné. Ça, c'est déjà du gagné. Voilà, c'est déjà du gagné. Donc voilà à peu près, moi personnellement, je pense que si chacun va devant son responsable, le plus haut responsable d'ailleurs, ah non, il va mettre du sérieux dans ce qu'il dit. Mais s'il va à l'Assemblée, il peut avoir des amis, le président de l'Assemblée même est son ami, ils vont laisser passer certaines dépenses sans même se soucier de comment dirais-je. On a vu ça ici. Voilà. Donc, si le président de l'Assemblée est mon ami, je ne vais pas lui dire, bon, je vais mettre cette rubrique-là, bon, on va voir après, pardon, Grouille, ça va passer pour moi. Donc, alors que la plus haute personne, le patron de ton patron, puisque les ministres, quand même, relèvent du Premier ministre, et le Premier ministre a été nommé par le président. Donc, si tu es devant le patron de ton patron, bon, je pense que tu vas te mettre au sérieux. Et comme disait quelqu'un, si l'imam fait doigt pour toi, alors que tu as la possibilité qu'Allah me fasse doigt pour toi, bah, écoute, c'est plus sérieux. Voilà, merci bien. Merci bien, Amadou Sadiko. Excusez-moi pour la boutade, quoi. Je vais tourner vers Ahmed Cissé. Et est-ce qu'on peut dire que là, nous posons les jalons de la bonne gouvernance au sein de nos départements ministériels? Je crois oui. Il faut y penser à l'adage qui dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Et c'est vrai qu'il a eu la confiance à ces gens-là pour leur confier des postes ministériels.
Cependant, pour mieux aussi s'imprégner des réalités du fonctionnement budgétaire de ces ministères, il y a lieu quand même d'approcher tout un chacun et puis s'imprégner réellement de comment les choses fonctionnent. Et ce qu'il vient de faire ne fait que renforcer davantage sa maîtrise ou sa connaissance de son gouvernement. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose de trop, mais c'est quelque chose qui doit être fait. Et surtout dans le contexte où nous sommes aujourd'hui. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où le Burkina a besoin de trop de moyens pour pouvoir faire face à tous, j'allais dire, cette pression. Il y a la pression liée à l'insécurité, la pression liée donc à cette capacité de s'autosuffire sur le plan alimentaire, de se soigner, d'amener les enfants à l'école, etc., etc. Et pour le peu de moyens que nous avions, il faut l'exploiter de façon rationnelle mais judicieuse. Donc, en partant de cet élan, je crois bien que peut-être qu'il est animé de cet état d'esprit et il veut que, où il y a pas nécessité, par exemple, d'exploiter ou d'investir ou de faire fonctionner une certaine ligne, c'est le mieux de l'omettre et de voir où c'est plus important. Parce que nous savions au Burkina Faso, en tout cas, tout est priorité. Donc, si il y a lieu d'examiner les choses et de voir c'est par où on peut rapporter telle nécessité à telle nécessité, je crois bien que c'est une bonne des manières et ce qu'il vient de faire, ça rajoute encore une cote j'allais dire, de compétences, mais aussi de soucis à vouloir vraiment faire émerger le Burkina Faso. Merci bien, Ahmed Cissé. Amadou Diko, est-ce que vous pensez que cette méthode, il faut l'instituer ou encore comment est-ce que vous voyez pour que cela puisse être pérennisé au sein de nos institutions, en fait que à chaque fois lorsqu'on a le budget au sein des départements ministériels, que cela reflète réellement les aspirations bien sûr de la population. D'accord, merci bien monsieur Confé. En fait, je crois que j'ai eu la chance depuis 98, quand j'étais élève au lycée provincial de Dori, de me frotter à un certain nombre de personnes, des leaders, j'allais dire, des leaders de la classe politique et des leaders syndicaux, où des partis politiques appartenaient au CODMP, où il y avait aussi des structures syndicales aussi qui étaient dedans. Et ces questions, c'est pas des questions nouvelles pour moi. Personnellement, c'est pas des questions nouvelles pour moi. Les lois, les politiques. Donc, d'office, ce qui vient de se faire, de se médiatiser, franchement, c'est pas nouveau pour moi. Mais peut-être je pourrais dire que la particularité, c'est du fait que ça soit le président lui-même qui fait cet arbitrage. Et ce qui m'étonne un peu que le ministre de la fonction publique, ministre d'État, ministre de la fonction publique, Basolma, dise que c'est la première fois que lui il voit ça. Bon, c'est vrai, peut-être que c'est la première fois qu'il voit ça parce que c'est la première fois que lui il soit dans cette situation concernée. Peut-être c'est ça. Mais bon, dire que l'arbitrage budgétaire ne se faisait pas comme ça là, bon, c'est difficile que j'accepte. Ça se faisait, oui. C'est comme le tonton le disait, ça veut dire que ça se faisait comment? Ça veut dire que les DAF, puisqu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale une commission spéciale qu'on appelle commission finance, voilà, et budget. Donc c'est cette commission-là qui faisait l'arbitrage. Il y a le rapporteur général qui s'occupe de toute cette question financière, budget du gouvernement. Et il y a ce qu'on appelle les rapporteurs spéciaux qui s'occupent des lignes budgétaires ministérielles. Voilà. Et je sais que dans le temps, lui Basolma, je crois qu'il y a une rencontre même, il a eu à dire qu'il y a certains trucs où on met OK, secret défense. Donc bon, peut-être je me dis que cette fois-ci, l'innovation majeure serait que c'est un capitaine de l'armée, un président de la transition. Ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait ils ne s'attendent pas à ce qu'ils ne perdent pas un électorat. Je vois que c'est un monsieur aussi très motivé pour résoudre la question de la pauvreté au niveau du pays. Voilà. Et donc je crois bien qu'il va taper sur la table
les financements, là où l'argent va sortir et que c'est pas rentable pour le pays. Et compte tenu de la situation d'insécurité, on a besoin de l'argent pour investir dans certains secteurs. Je crois que maintenant, il n'y aura pas quelqu'un pour contester et on pourra réellement avoir une gestion saine des finances. Voilà, moi je vois que l'innovation majeure et ce qui est important ici, c'est ça. Voilà, ça veut dire qu'il a toute la possibilité, toute la latitude puisqu'il est au sommet. Voilà, et comme c'est quelqu'un qui est venu pour gérer non seulement l'aspect du terrorisme, mais de la gestion saine des finances. Bon, chaque ministre qui passera ici, voilà, c'est le ministre même qui passe, même pas son DAF. Voilà, c'est le ministre même qui passe. Voilà, donc peut-être avec son service technique financier, je ne sais pas comment ça se passe, mais je me dis qu'un ministre seulement ne peut pas passer ça à son service technique financier. Alors donc, ça veut dire qu'ici, on aura à gérer et à économiser et ça sera réellement rentable. Voilà. Merci bien. Bon, je vais juste une précision sur mon fiston là. Effectivement, un peu voilà la procédure d'adoption du budget. C'est comme on le dit, au niveau périphérie, il y a ce qu'ils appellent les contrôleurs financiers. Dans toutes les structures, il y a aussi peut-être les SAF. Et quand ça remonte un peu au niveau central, vous avez un peu encore ce qu'on appelle le DAF. Donc, service par service, ils font ça. Et le jour de l'adoption, par exemple, ou le jour où la commission des finances et du budget doit rencontrer un ministère, le premier responsable du ministère est là. Le ministre est là. Il est accompagné par tous les directeurs centraux de son ministère. Ensuite, et tous les financiers de son ministère. Moi, c'est comme je vous ai dit, à son temps, j'étais le ministre. Et le nom du ministre, quand on est arrivé dans la salle, il n'y avait même pas de place. Quand on est arrivé dans la salle pour être entendu, il n'y avait même pas de place. Puisque ce jour-là, on était plus d'une centaine. Donc moi, ce jour, vraiment, j'ai déploré un peu quand même. Mais bon, comme on le disent les gens du balai citoyen, le nombre fait quand même la force. Voilà. Donc, et c'est un peu dans ce sens. Voilà comment à peu près, et on vous entend tous, et puis bon, voilà, la chose évolue. Maintenant, je vais juste ouvrir une parenthèse. Mon fiston là a parlé un peu de l'arrivée des 3 ministres. C'est vrai. Ça, vraiment. Mais n'oublions pas qu'aussi, il y avait le premier flic de ce pays aussi qui était là. Je vais parler du directeur général de la police qui était là. Alors, pour dire que quand même la sécurité du Sahel incombe aussi au premier responsable de la sécurité. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop médiatisé, mais pour dire que lui aussi, il s'intéresse au problème quand même du Sahel. Je vais parler d'Arca Jean-Alexandre. Merci bien. Merci bien. Et c'est sur ces mots que nous allons clôturer le débat d'aujourd'hui. Fidèles auditrices et auditeurs, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Je rappelle qu'au cours de cette émission, le sujet analysé ont porté sur la semaine des communautés. Ensuite, les analystes ont scruté le communiqué portant sur l'interdiction d'exporter les céréales. Et enfin, les chroniqueurs ont discuté de l'arbitrage budgétaire. Et merci à tous ceux qui nous suivent par le truchement des plateformes numériques de la radio Kaora, notamment l'application Kaora téléchargeable sur Play Store. Un clin d'œil aussi à nos auditeurs qui nous suivent depuis leur grain de thé et surtout à nos débatteurs qui nous font l'honneur d'être présents sur ce plateau également. À tous nos débatteurs qui nous suivent depuis leur position d'écoute. À la présentation des échanges, c'était Ismaël Konfé. Devant la console technique, nous avions Mamoudou Diallo. Ne décrochez surtout pas car Reggae Vibration, c'est tout de suite avec Yannick Ledia sur la radio de la communauté. Chers auditrices et auditeurs, de Bomboro au Borgende, Digita dans la commune de Djibo, une pensée à vous. Donnons-nous rendez-vous le dimanche prochain pour une autre édition d'Actu Débat. Dieu voulant, car c'est Dieu qui préside à la destinée de tous et de tous.